François Bon, les carnets, Roubaud dans ma pile de Roubaud. Tu sais sur quoi ça va être la vidéo? Ça va être, je vais parler d'un livre de Jacques Roubaud que je n'ai jamais lu. Ah, après Pierre Bayard, je me risque. Mais je peux te prouver que je ne l'ai jamais lu. Regarde, il y a même la petite truc, la édition Ivrea qui est restée dedans. Il y a le prix, 19,27 €. Attention, 27. La vieillesse d'Alexandre a été composée en Garamond, achevée d'imprimer sur les presses typographiques de la Saïgue le 6 décembre 2007 à l'Haye-les-Roses. Donc tu vois, ça fait plus de 15 ans que je l'ai, et fièrement, je dis, ce livre-là, La vieillesse d'Alexandre, Jacques Roubaud, aux éditions Ivrea, je ne l'ai jamais lu, et je t'en parle quand même. Ben on y va. Pourquoi? Moi, je suis venu à Paris en 1977. J'avais tout loupé, l'école d'ingénieur, tout ça. J'ai un copain qui m'hébergeait rue Lafayette, une chambre de bonne au 6e étage. C'était une drôle de période. Mais j'avais des cahiers, on passait notre temps, on allait dans des conférences, dans des lectures. Puis souvent, au lieu d'écouter la conférence, tu avais la voix qui s'installait. Je prenais mes cahiers, j'écrivais. Puis après, j'avais trouvé ce boulot. Tu étais là, dans le truc, tu sortais le cahier du sac. Bon, il y a les mecs qui se moquaient un peu, ils se fichaient un peu de ma gueule. Ça, c'était fin 77. Et dans mes cahiers, c'est pas que je me prenais pour un poète, oh ça non, mais les formes d'écriture, c'était des bouts de phrases qui s'arrangeaient, qui jouaient. Puis alors, évidemment, j'avais tout à découvrir. Je me souviens, par exemple, Marqueur, après mon voyage à Bombay, là c'était donc février-mai 79, juin 79, je suis à Prague, 10 jours, là j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'avais Rimbaud, je découvrais Rimbaud, mais après coup, longtemps après coup. Alors que Stendhal, Balzac, tout ça, ça m'était venu très tôt. Stendhal en 4e, Balzac en 3e. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Après, tu réfléchis tout le temps. Qu'est-ce que ça a déterminé? Mais c'est autre chose. Et donc, là, dans ce truc-là, tu découvrais Paris, à la librairie Action Poétique, la revue Parler à Beaubourg, il y avait des trucs aussi avec Ocard, là, au musée d'art moderne. J'en loupais pas une. Chaque fois, pof, t'avais une petite cloison qui virait, et là, la grande figure de Jacques Roubaud, c'est normal, il faisait une tête plus que tous les autres, me regardant, comme c'est toujours un peu avec le sourire, mais tu lui fichais la paix, bien sûr. Sort La vieillesse d'Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers français. Et là, c'était chez Maspero. Et celui-ci, Maspero, il est tout déglingué. Il se déchire. N'empêche qu'il résiste quand même, achevé d'imprimer en mai 1978. Numéro d'imprimeur 2431, premier tirage, 2500 exemplaires. Alors pourquoi j'ai jamais lu ce livre-là? Parce que j'ai toujours lu celui-là, tout simplement. Et quand alors, La vieillesse d'Alexandre, de Jacques Roubaud, toi, Maspero a disparu, pendant longtemps, tu le trouvais plus. Donc j'avais que celui-là. Et dans ce cas-là, tu regardes précieusement. C'est pas pour autant que tu le relis si souvent. Mais ce dont tu te souviens, c'est à la fois du livre et à la fois du choc et du virage qu'il a engendré pour toi. Et pour moi, l'image de Roubaud, elle est définitive, intègre, inamovible, incassable, j'allais dire, depuis la vieillesse d'Alexandre. En fait, je crois que j'ai commencé à lire Roubaud après avoir lu La vieillesse d'Alexandre. Et donc, quand il a été réimprimé, tu te dis, ouf, encore heureux qu'il est réimprimé. Donc, je l'ai acheté, mais à chaque fois que j'ai la pulsion d'y revenir, je reprends mon vieux. Ça fait rien, je te parle quand même d'un livre que j'ai jamais lu. Parce que toi, si tu l'achètes, c'est celui-là que tu achèteras. Jacques Roubaud, La vieillesse d'Alexandre. Alors, il y a un truc qui, en le relisant, là, ces 2 jours, il y a la même puissance qu'à la découverte là, en 1978. Donc, ça fait combien d'années? Ça t'ose même pas y penser. Ça fait presque un demi-siècle. Mais c'est d'abord... Ce qui m'a surpris, que j'avais totalement oublié,
0, un récit formel. 1, Alexandre, pourquoi? Exemple numéro 1. Exemple 2, avec des trucs en gras soulignés. C'est-à-dire que la révolution qu'a été pour nous le fait que Jacques Roubaud, une fois acquis le traitement de texte, se mette à publier comme ça en gardant les soulignés, les gras, ben non, en fait, ça faisait déjà 20 ans qu'il écrivait comme ça, et celui-ci en témoigne largement. Et il y a aussi le fait, cher Roubaud, de toute façon, tu t'embarques ou tu t'embarques pas. Tu vois, Jacques, de toute façon, je pense qu'il s'en fout. Mais qui s'en fout? Qui s'en fout? Il s'en fout de quoi? Bah, t'accroches à son livre et tu rentres dedans. Et, ouais, ou tu te dis quelle foire c'est ce truc. Là, ouais, c'est toi que ça regarde. Il n'y a aucun mouvement de venir vers toi. Par contre, quand toi, tu es là, puis que tu lui dis « Hey Jacques, waouh !» Évidemment, on s'y retrouve. Mais là, celui-ci, par exception, j'allais dire, attention, hein, parce que quand il parle, là, justement, ces traductions du Graal et tout ça, il y a un Roubaud, j'allais dire, pédagogique. Non, c'est pas ça, quand il parle des troubadours, mais c'est quelqu'un qui transmet. Ce jeu-là, cette générosité à transmettre. Qu'est-ce qu'il transmet? Oh, moi, Roubaud, qui connais le Kamono Shamae. Oh, moi, Roubaud, qui connais la poésie troubadour dans ses rythmes. Non, c'est pas ça. Eh bien, la vieillesse d'Alexandre commence par « Oh, c'est sage !» Tu comprends pas comment c'est sage comme ça. Ça s'appelle « Un récit formel », Alexandre : pourquoi ? Et le titre, c'est « La vieillesse d'Alexandre ». Donc 2, pourquoi vieillesse ? 3, le point de vue métrique. 4, un récit formel et en fait une introduction en bonne et due forme qui t'annonce ce qu'il va y avoir dans l'ordre, dans le livre que tu vas lire. Et tu vois, même à l'époque, j'avais encore... Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, t'es jeune. Je mettais des petits coups de crayon en marge. Maintenant, je déteste les livres avec des petits coups de crayon en marge. Et ça attaque, chapitre 1. Ce n'est rien, j'y suis toujours. Et c'est quelque chose, ça, qui vient de... acceptons la citation d'un... c'est Rimbaud. Rimbaud est omniprésent là-dedans. Eh ouais, qu'est-ce pour vous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise émis le meurtre et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant, tout ordre et l'aquilon encore sur les débris et toute vengeance, rien, mais si, tout encore, nous la voulons, industriel prince Sénat, périssez, puissance, justice, histoire, à bas, ça nous est dû, le sang, la flamme d'or, tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur. Tu vois que c'est du Rimbaud qui dégage. Ah ouais, mais c'est écrit là, en pleine commune de Paris. Et la figure, Rimbaud, donc, va servir là, comme une espèce d'écluse. Tu vois, c'est le niveau 0 de la fouille archéologique. Sur Rimbaud, t'as Mallarmé. Après Mallarmé, t'as Apollinaire. Après, t'as le vers libre qui ne sait plus pourquoi il est vers libre. Et là, le côté implacable de Roubaud, c'est d'une verdeur là, tout le temps. Là. Et alors, je ne peux pas dire que le dernier chapitre, tu vois, j'y vais un peu en désordre, mais plus pour tourner autour, cette question-là de la poésie qui s'effacerait, cette poésie là, presque, qui pourrait presque revendiquer une mort de la poésie là, dans ces jeux d'immenses blancs. Là. Il y a Anne-Marie Albiac, il y a Claude Royer-Journoux, il parle aussi d'Edmond Jabès. Il y a des absents, attention. Et tu sens bien que le Roubaud, faut pas le chatouiller. Il y a nulle part Paul Claudel. Et pourtant, moi, qu'est-ce que j'aime lire Paul Claudel? Il y a nulle part Saint John Perse. Et qu'est-ce que je serais sans Saint John Perse? Bon, mais ça, on va pas lui faire des chicanes. Tu comprends? Il s'en reste à ça. Et par contre, si tu vas dans le sous-sol, là, t'as Baudelaire. Puis Baudelaire, tu vas directement à Racine, il y a Molière et Corneille. Et puis, tu descends et t'as le XVIIe siècle. Et t'as Jodelle. Moi, je l'ai là. Je n'ai pas été le chercher sur l'étagère. Là. Ma grosse édition de Jodelle. Je ne sais même pas s'il n'y a pas 2 tomes de Jodelle. Pourquoi j'ai acheté Jodelle, un blanc-bec comme j'étais? À cause de Jacques Roubaud. Alors, premier truc, c'est ça. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'Alexandrin. Alors, petit 1, environnement classiquement acceptable. C'est-à-dire, il va prendre... Qu'est-ce que c'est le bazar que fiche Rimbaud? Et comment analyser le bazar que fiche Rimbaud? Le sans point d'exclamation, le
sauteront, point d'exclamation, et mon cœur, virgule, c'est, je me sens frémir, comparé au vers de Baudelaire, à la très belle, à la très bonne, à la très chère que si nous allions. Et la place des E et des E muets. Et là, tout le bouquin, je vais dire, ce qui nous le rend passionnant, c'est qu'il roule sur les E muets. Position 6, plus faible que la position 5. Tournons dans un E muet. Sanglot de tout, deux sœurs, mille meurtres, vengeance, rien, puissance, justice. Et là, tout d'un coup, t'es happé dans la machine dès ce premier chapitre. Il n'est pas long. Deuxième, crise de verre. Alors, crise de verre, vous savez, le très grand texte à se faire encadrer chacun là, de Mallarmé. Alors, 1, position. 2, description. Et ensuite, 3, remarques ou analyses. Là, c'est 3 remarques. Peut-être qu'il y a même un 4, analyses. Non, c'est-à-dire que Roubaud, il vous fait un truc qui s'appelle description. Et 4, diagnostic. Remarques et diagnostic. Mais il vous embarque dans chaque point théorique qu'il prend, ou chaque strate historique qu'il prend, dans ce description. Et description, c'est quoi? Un tableau. Je vais vous faire le tableau objectif de ce qui... Non, tu vas prendre un verre, là. Et tu vois celui-ci? Qu'est-ce qui va pas? Tu vois celui-ci? Où est-ce qu'il ripe? Où est-ce qu'il glisse? Et qu'est-ce qui change? Et ces trucs de description, il y a un chapitre, il s'en excuse. C'est dans le chapitre, donc, crise de verre, justement celui j'arrivais, c'est que 1, position, mais ensuite, dès que tu arrives à 2, description, là, Roubaud, tu vois le lapsus, il est coincé. Il cite tout ce qui se passe chez Mallarmé et il nous fait 3 pages intégrales de pur cut-up où lui, il dit type 1, réfléchissons, type 2, et il ne fait que recopier. Type 3, type 4, absent aussi. Chez Rimbaud, jusqu'à mémoire, font les saules d'où sautent les oiseaux sans bride. Type 5, contre le marbre vainement de Baudelaire. Et comme si, là, il y avait un truc ultime. Oui, mais quand il nous met dans le cut-up, t'as enlevé Mallarmé, il te reste plus que ça. Et nous, là, tu dis, waouh! Par une rose qui nubile le rallume, 1000 sépulcres pour y vierge disparaître, se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture, monte comme dans un jardin mélancolique. Et tout d'un coup, t'as changé de pays. Et ça, tu vois, c'est juste là, ce chapitre 2 qui s'appelle Crise de verre. Alors, comment il avance? Maître et rythme. Alors là, il y a une page, alors on est totalement sur les nombres, les descriptions. Alors, un seul entier, c'est l'entier iambique. Le tarantara, le tarantatara, iambique, anapestique. Une iambe à 3 niveaux, tous les 3 à 2 niveaux seulement. Iambique, anapestique. Et les 4 tarantara possibles, 5 entiers, iambique, anapestique, anapestique, iambique, et enfin le trimestre iambique. Alors je te disais que j'avais jamais lu ce livre-là, que je revenais toujours à celui-là, mais je suis bien sûr que ce chapitre-là, iambique, anapestique, etc., j'ai jamais réussi à le lire en entier. Mais ça fait rien, tu en as largement pour ton argent, ça fait à peine 5 petites pages là-dedans, maître et rythme avec des matrices de chiffres, et lui, en même temps, tu sais qu'il tire son truc, Thibaut de Champagne, roi de Navarre, où ça passe à quand prise eut Babylone, que tant-tu désirais, la chanson de Roland, il revient aux sources même là du français, et puis il revient alors triangle, alors le prisme de la modernité, Nerval, Baudelaire, Hugo, premier triangle, et puis deuxième triangle, tu auras Rimbaud, Mallarmé, et il va introduire un autre drôle de truc. La poésie non-vers. Ça te dit quelque chose, la poésie non-vers? Maldoror, Lautréamont. Et là, dans ce basculement, moi, c'est ce qui m'a donné l'autorisation d'écrire de la prose. Pas seulement, il y a eu des espèces d'énormes coups de butoir, il y a eu Faulkner, Céline. Mais là,
tout d'un coup, je pouvais lire Lautréamont autrement, poésie non vers. Et là, j'ai trouvé mon chemin. Alors, on va pas là, tu vois, quand j'étais à cette école d'art de Cergy, c'est ça qui était bien, tu vois. Ça durait juste 1 heure, j'appelais ça littérature express. Si t'es pas à 10h15 dans la salle, la porte est fermée, tu rentres pas. Goodbye. Mais à 11h15, très précise, ou alors c'était 10h45, 11h45, et à 11h45 très précise si j'étais dans le milieu d'une phrase. Mais ce sont surtout les modalités de... Pouf, je m'arrêtais. Et c'était 1 heure chrono. Et là, j'ai appris à faire ce truc, prendre un livre et le donner, le passer, même si la question après du travail de lecture et tout ça, tu sais que pour ceux qui vont continuer, et il y en a, ben c'est après que ça se retrouve. Ça, c'est classique. Alors... l'alexandrin, le classicisme du vers, ben oui, c'est Hugo, mais là, tiens, on est chez Reverdy. Que je quitte pas la marche en avant. Donc, il y a ce chapitre sur Lautréamont, et en quoi Lautréamont, en tant que prose, est cette poésie non-vers. Lui, il va chercher ensuite chez Queneau, chez Roussel, ce qu'il appelle l'alexandrin maintenu. Et ça aussi, il va aller le sourcer, le référencer chez Hugo. C'est-à-dire comment, dans Les Misérables, déboulent là des alexandrins qui se présentent simplement dans le mouvement d'aprose, mais qui n'en sont pas moins à la rythmique de l'alexandrin. Et puis ensuite, ben oui, le surgissement du vers libre. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux quand c'est Apollinaire qui introduit le vers libre ? Il va appeler ça, Roubaud, l'alexandrin arrêté. C'est-à-dire que tu définis le vers libre comme coup de force par rapport à la tradition du conte. Et donc, dans les différents contes, dodécasyllabes, octosyllabes, heptasyllabes, ou les vers à 14 pieds ou à 16 pieds chez Aragon, non, il y a une dominante de l'alexandrin. Et lui, je prendrais d'abord pour exemple un poème d'Alcool intitulé Le Larron, daté de 1903, situé donc assez tôt dans les textes d'Apollinaire, mais l'évolution de celui-ci ne va pas du tout vers un desserrement plus grand de l'alexandrin. Au contraire, ce poème comporte 31 quatrains rimés. Type A. Les positions 5-6 sont occupées par des monosyllabes non marquées, la position 7 étant faible aussi. Tu vois le solfège ? Voleur, voleur, que ne demandais-tu ces fruits? Type B. La position 5 ou la position 7 est plus marquée que la position centrale 6. Toujours solfège. L'inceste solaire et nocturne dans les rues et des amandes de pommes de pin tranchées. Type C. Le premier hémistiche est à 5 positions réelles, césure lyrique, issu de l'écume des mers comme Aphrodite. Type D, le deuxième hémistiche est à 5 positions réelles, césure contre-lyrique. Tout ça, il nous l'a expliqué avec Baudelaire en particulier, évidemment, un grand réservoir du fleur du mal. Le dauphin, la vipère mâle ou le taureau. Type E, la position 6 est intérieure à un mot, avec de blême lauré, de boue dans les chars. Résultat, type A 8 exemples, type B 9, type C 9, type D 5, type E 6, en tout 3, 37, soit un peu plus du tiers, comme il s'agit là d'un cas assez extrême chez Apollinaire, etc. Ensuite, il part chez Desnos, comme un aveugle s'en allant vers les frontières, dans les bruits de la ville, assailli par le soir, appuie obstinément aux vitres des portières, ses yeux qui ne voient pas vers l'aile des mouchoirs. Et en même temps, chaque fois, ça t'ouvre sur tant de lectures. Je vais juste revenir un petit peu sur Lautréamont. Alors, il a le vers libre standard, c'est-à-dire comment, après Apollinaire, prend Éluard, etc. Et il y a des choses magnifiques, mais ça s'installe, ça devient la norme. Le vers libre arrêté, le vers libre endormi, va dire, chez Breton. Et puis ensuite, eh bien, si tu ne fais pas avec le vers libre ce pourquoi il est venu, lui, naître contre l'alexandrin, là tu te perds. Tu te perds avec toute subversion possible. Et là, ce bouquin, tu vois, c'est-à-dire que l'endroit où ça se perd, qu'est-ce qu'il faut inventer? C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le dernier chapitre. C'est-à-dire que le bouquin a 40 ans et on n'a jamais cessé de repousser le front là en avant.
Et toi, même en 2007, le père Jacques, il aurait peut-être pu se fendre là d'une espèce de postface en plus, mais ça, bon, c'est pas la question. C'est que c'est ce mouvement qui est en boucle. C'est-à-dire, ouais, on en est là, mais tu as compris pourquoi on en est là. Et tu reviens à Jodelle, et tu reviens à Baudelaire, et tu reviens à pourquoi Baudelaire, il loupe son saut dans la prose, alors que Rimbaud, il peut s'établir dans la prose, parce que dans le vers, il a pris Baudelaire, il l'a poussé là, et ensuite, tu as Mallarmé, et c'est quoi est-ce que un coup de dé jamais n'abolira le hasard, c'est un texte en vers? Il va te dire que non. Poésie non-vers. Et c'est comme ça que ça marche. Et tu peux le lire linéairement, comme tu peux... J'avais un moment sur... Le classicisme du vers libre. Alors, tu parles, fin de la période exploratoire. Là où il y a 2 lignes, où quand même il en parle. Le vers à disposition de prose, disposition dans la page, mise en page, typographie de Claudel ou du premier Sainte-Jaune Perse, encore Léger, Alexis Léger, qui plus tard s'appellera Alexis Saint-Léger-Léger, avant de prendre comme pseudonyme Sainte-Jaune Perse. Donc c'est bon, il a payé, tu vois, ça c'est robot. Si ça t'intéresse, ton Claudel et Sainte-Jaune Perse, je te le mets là en 2 lignes, et puis t'es satisfait, t'es content, garde le bouquin. Les chants sont poésie. Ce que sont les chants peut se lire à mesure, puisque ceux-ci sont, en s'écrivant, exemple rare, presque unique pour une fois, pas seulement métaphore de la lecture a posteriori. J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années où il vécut heureux, c'est fait. Celui qui chante, là c'est Roubaud qui parle, ne prétend pas que ces cavatines soient choses inconnues. Ah non, pardon, c'est des... Et puis une suite de citations sur la prose comme déclamation. Est-ce que c'est la prose en se prétendant partition pour déclamer qui fait que ça l'installe dans poésie non-vers, déclamer? Je me propose, sans être ému, de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre, chant premier, strophe 9. S'il est quelquefois logique de s'en rapporter à l'apparence des phénomènes, ce premier chant finit ici. Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lyre. Elle rend un son si étrange. Chant premier, strophe 14. Je vais me remettre au travail pour faire paraître un deuxième chant dans un laps de temps qui ne soit pas trop retardé. La fin du 19e siècle verra son poète. L'autre est amont, toujours chant premier, strophe 14, mais il va loin. Le vers libre, comme forme appelée vers, est essentiellement une réponse qu'on peut formuler ainsi. Qu'est-ce qu'un vers? Et le vers libre est cette réponse. Aller à la ligne. L'axiome est seulement l'intention de forme, comme l'alexandrin par exemple a pour intention formelle un système d'entiers rythmiques. Transformer cette intention en mètre demandera une explication de sa réalisation. Mais le vers libre est une unité rythmique. Le vers libre n'est pas le vers libre classique. Celui-ci substitue aux conséquences inhérentes à la définition du vers libre, inséparable du projet de la forme, des caractéristiques forcément restrictives, provenant du fait qu'il est réponse à une toute autre question, en partie révélée par son nom, notamment, en partie aussi. Le vers libre classique, donc, n'est un vers libre que partiellement, en apparence, pour pouvoir être autre chose. Sans doute, si on laisse encore... Tu vois, comment t'es brassé, t'es pris, là, mais je vais juste terminer sur Roubaud, lecteur de Hugo. Et on est là, je ne sais pas si c'est la même pagination, je ne vais pas aller voir, la révolution hugolienne. On termine là-dessus. Comment, paradoxalement, c'est en... Hop là! Je crois qu'il avait eu un diplôme de plongée avec bouteille ou sans bouteille, Roubaud, j'en sais rien. Mais en tout cas, hop, plongé dans Hugo. La révolution hugolienne. L'instant d'équilibre pesant du vers classique, qui demeure pratiquement inchangé dans tout le XVIIIe siècle et jusqu'au premier tiers du XIXe siècle, contient en lui-même les germes de sa destruction.
l'irréparable outrage ne peut être évité, car si le renforcement de la cohésion des différents niveaux donne une grande intensité au jeu rythmique interne de ces composantes, il a simultanément pour effet à la langue mortelle de maîtriser, M-E-T-R-I-S-E-R, de plus en plus la langue dans le vers. La métricité l'épuise. Un tel mouvement, sans doute, est inhérent à toute métrique, en cela que son établissement sur les ruines contredites de quelques métriques antérieures donne à la tension rythmique une acuité, une violence novatrice, qui ensuite se nie elle-même par la perpétuation d'une nouvelle métricité. D'où cette... la remise en marche est fondamentalement la révolution hugolienne, qui est moins, bien qu'historiquement elle se soit trouvée dépassée et déplacée vers autre chose, destruction, que réalisation de ce qui était implicite dans le mouvement même ayant conduit à l'alexandrin des classiques. Tu vois ça? Hugo comme repartir dans la fondation d'Alexandrin avant qu'il se stabilise. Et là, c'est le même mouvement qu'on a initié, celui de la transition et de la genèse, dans notre propre héritage du classicisme du vers libre. Destruction qui était implicite dans le mouvement même ayant conduit à l'alexandrin des classiques, arrêté ou plutôt suspendu seulement quelque temps par eux. Vers subordonnés aux segments, segments subordonnés aux vers, vers en équilibre de segments. Ce mouvement tente à accorder une place de plus en plus centrale au vers en enrichissant et complexifiant sa structure rythmique. Il tente à le réaliser comme entier rythmique à 12 positions, hors des 5 possibilités d'entier prévisibles. Combinatoirement dans le 12, les versions successives de l'alexandrin n'en permettent que 4, en fixant un sous-niveau métrique obligatoire où les unités ont 6 positions. Je sample là. La révolution hugolienne va consister à créer les conditions d'un nouvel alexandrin qui réaliserait les possibilités combinatoires de tous les entiers rythmiques à 12 événements. Mais elle ne parviendra pas à l'imposer effectivement. Que fait Hugo? Il dessert les contraintes de concordance et de métaposition. Ce sont par exemple les enjambements spectaculaires, scandaleux en leur temps du théâtre, tels l'escalier dérobé, qui fut une grande émotion métrique. Pense à Apollinaire. Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Il dessert les contraintes, d'ailleurs il est cité là-dedans. Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus, merci Roubaud. Il dessert les contraintes locales selon une hiérarchie qui décrit une échelle décroissante d'importance dans le marquage des mots de catégorie non principale. Il introduit de plus en plus de mots non marqués à la césure. Bose dormait parmi les boisseaux pleins de blé. Mais, et c'est là un fait capital, il s'arrête en chemin en ce sens qu'il ne détruit jamais complètement la possibilité d'un marquage de la position 6 au moins égal à celui des positions voisines. Les exceptions sont rarissimes, voire contemplation, et quand ils seront près des degrés de lumière. Et malgré tout, étant donné le statut ambigu de l'auxiliaire, c'est un exemple timide. Poème daté du 23 octobre 1854. À cet état où se maintient toujours la virtualité, même affaiblie, de 2 segments à 6 positions, on peut mesurer la nature du traitement rimbaldien ou malarméen de la césure, isolant dans la prose de Hugo des vers comptés. Dans Les Misérables, signalé par Méchonique, dit-il, le plissement indéfini des eaux farouches, c'est etc., etc. Et puis il y va encore, il analyse, les récits montrent l'un après l'autre leur tête. Si on regarde alors comment positivement Hugo impose le trimètre, contrairement à ce qui se passe dans l'exemple, les trimètres ont toujours, comme les autres vers, des positions 6, les mystiches, non intérieures à un mot, ou au moins aussi marquées que les positions avoisinantes. Les exemples où cette position est la plus faible ne sont pas nécessairement des trimètres. Quantitativement, même si on tient compte de toutes les variétés envisageables que permet le jeu du muet, les trimètres sont toujours peu nombreux, bien moins nombreux que ne le supposerait le libre jeu combinatoire. Enfin, ils sont très souvent surmarqués, c'est-à-dire que des parallélismes syntaxiques ou phoniques entre les segments y apparaissent. Ici l'automne, ici l'été, là le printemps.
Elle est la prose, elle est le vers, elle est le drame. L'enfant pleure, l'enfant a faim, l'enfant est nu, etc., etc. Parfois une rime interne, une presque rime. Le loup la tient, le roc étreint, ses pieds qu'il tord. Autrement dit, l'établissement du nouveau modèle n'est que tendanciel. De plus, non seulement le vers à double césure n'est jamais vers à l'égal des autres, reste une surstructure comme les intrications, mais la dislocation. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Fallait quand même bien aller voir un peu comment on s'y prend pour ça. Tu vois, Jacques Roubaud, réédition 2007, édition Ivrea, La vieillesse d'Alexandre. Franchement, vas-y, prends-le, lis-le. Mais moi, tu m'empêcheras pas de continuer de relire celui-ci, puis celui-ci, juste de le garder là. Au cas où, ça t'en fait deux, comme ça.